Europe 1. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Président du Cercle des économistes. Bienvenue sur Europe 1. Jean-Hervé Lorenzi, on va évidemment parler avec vous d'économie, mais une question dans le registre politique. La France est en crise politique depuis le résultat des élections législatives qui n'ont pas donné à Emmanuel Macron de majorité absolue pour gouverner. Le chef de l'État demande aux oppositions de dire en toute transparence jusqu'où elles sont prêtes à aller pour bâtir des compromis. Or, que constate-t-on? Les Républicains, le Rassemblement national, la NUPES, personne n'a saisi cette main tendue. Est-ce que le pays, selon vous, est devenu ingouvernable et cette crise politique peut-elle déclencher derrière une crise économique? Non, je crois que dans la réalité, on est en train de discuter dans un univers qui est indéfini. Moi, je ne sais pas quel est le programme économique du président de la République. On n'a pas vu très clair, ni au moment de la présidentielle, ni a fortiori au moment de la législative. Vous le déplorez d'ailleurs, hein? Oui, moi je trouve que le débat économique a été le plus faible qu'on ait eu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est extrêmement triste. D'un côté, un programme irréaliste, d'un autre côté, une absence de programme. Donc c'est quand même lourd dans le débat, et donc il faut simplement le rétablir. Maintenant, sur telle ou telle proposition que au fond, que le gouvernement ait une majorité, ça me paraît assez évident. Je suis pas sûr qu'il y ait une crise majeure. En revanche, les décisions à prendre dans les jours et semaines qui viennent sont très très importantes, pour une raison très simple, c'est que on peut très facilement, très aisément, au fond, glisser vers une situation économique qui serait difficile. Alors, quand on est optimiste, on appelle ça la stagflation. On a un peu d'inflation et on stagne. On peut avoir une récession. Elle peut nous venir d'ailleurs assez mécaniquement du reste du monde et des États-Unis. Je suis surpris par la position du patron de la Fed, Jerome Powell, qui n'hésite pas à dire, pour casser l'inflation, on va augmenter les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'on arrive à une récession de fait. C'est ça la difficulté. On va en parler parce qu'effectivement, vous faites bien le tableau de cette superposition de crises les unes aux autres et des crises qui ne se résolvent pas, des crises anciennes. À celles-ci s'ajoutent de nouvelles et l'on voit que ça devient extrêmement compliqué. Mais peut-être très rapidement, vous dites il y a des décisions urgentes à prendre pour éviter la catastrophe. Quelles sont les décisions économiques que le cercle des économistes et vous-même attendez aujourd'hui du pouvoir? C'est assez simple. Dans l'esprit de la plupart des dirigeants, ils ont peut-être tort, ils ont peut-être raison, j'espère qu'ils ont raison, la hausse des prix, qui est lié non pas du tout à des phénomènes monétaires, mais qui est lié au fait qu'il y a de la rareté, donc une tension sur des produits que nous utilisons tous, l'énergie, l'alimentaire, etc., que cette difficulté est en fait une hausse des prix, mais qui va s'arrêter dans les 6 mois, 8 mois qui arrivent. Et donc il faut, en réalité, dans leur esprit, et je dois dire dans le mien aussi, il faut essayer de passer cette période sans qu'il y ait de drame, notamment sur le pouvoir d'achat et notamment sur l'effondrement d'une demande qui est quand même la base de l'activité économique. Donc vous soutenez la politique du chèque visant à aider les ménages les plus modestes, par exemple, le chèque alimentaire? Pour le moment, c'est fait de manière beaucoup trop large. Moi, j'ai pas besoin qu'on m'aide qu'on me donne un chèque alimentaire. Votre facture de gaz ou d'électricité? J'en ai pas besoin. Je pense que une large partie de la population française n'en a pas besoin. En revanche, c'est vrai que c'est dramatique pour une partie de la population qui a des revenus très faibles de voir l'agroalimentaire avoir des hausses de 10%. Donc c'est ça. Il faut avoir une logique assez claire. Ça va pas durer plus de 6-8 mois. Pendant 6-8 mois, il faut surtout pas rentrer en récession. Donc éviter par tous les moyens d'éviter de voir la demande s'effondrer ou des tensions sociales exploser. Et donc, je crois qu'il faut filer un coup de main. Honnêtement, le monde va pas s'effondrer. On a une dette qui est très forte en France. Trop forte, dette publique, elle est trop forte, mais c'est pas parce qu'on passe de, mettons, 113, 114 à 115, 116 que le monde va s'effondrer. En revanche, une récession, on peut vraiment s'effondrer. Alors justement, Jean-Hervé Lorenzi, vous dites, je suis un petit peu inquiet de voir ce que fait le patron de la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale américaine, qui annonce un relèvement assez marqué de ses taux directeurs. La Banque centrale européenne s'apprête à faire la même chose, à relever ses taux directeurs dans une moindre ampleur que
les États-Unis, alors que l'inflation atteint près de 8%. Mais vous nous dites, cette inflation, la politique monétaire n'a aucune prise sur elle. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut y voir une forme d'entêtement de la BCE? Pourquoi cette décision? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de provoquer cette récession que vous craignez tant? Alors, je sépare bien la position de Jérôme Powell et celle de Christine Lagarde. Celle de Jérôme Powell est très affirmée. Comme ça n'est pas un phénomène monétaire, c'est lié, la hausse des prix est liée à des raretés, des difficultés sur des marchés de matières premières, ou sur lesquels il n'a aucune prise. Donc, sa solution à lui, c'est il faut rentrer en récession. J'exagère un peu, c'est beaucoup plus subtil, mais il faut vraiment arriver à limiter l'activité économique pour que la demande baisse et que donc les prix redeviennent se calment. Il veut créer du chômage pour freiner la consommation d'une certaine manière? Tout à fait, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Côté BCE, la politique est en réalité, à mon avis, beaucoup plus subtile. Elle est un discours qui plaît à tout le monde, c'est je montre un peu les muscles et on va se bagarrer, mais avec un problème majeur, c'est que, comme vous le savez, l'Europe, la zone euro est composée de pays qui ont des situations économiques très différentes, entre, mettons, l'Italie et l'Allemagne. On ne peut pas avoir des divergences trop fortes, et donc la BCE va être très attentive, avec intelligence, à ne pas, faire exploser la zone euro. Souvenez-vous qu'on a eu un drame il y a une dizaine d'années pour Malte, qui est à peu près l'équivalent des Alpes-Maritimes comme importance. Avec la Grèce, on avait l'impression que le monde allait s'effondrer, ces 4-5 départements français. Vous imaginez si l'Italie ou l'Espagne ont des difficultés, c'est dramatique. Donc ça n'aura pas lieu, et je suis convaincu que la Banque Centrale Européenne va le jouer de manière très fine. Mais alors, vous mettez au cœur de la discussion là la question de la dette publique française. Au chapitre des choses bizarres que l'on voit sur le plan économique ces derniers mois, traditionnellement, un économiste vous dira toujours non mais l'inflation, quand un pays a beaucoup de dettes, c'est très bien parce que ça fait naturellement baisser le niveau de la dette. Or, on voit que ça n'est absolument pas le cas, parce que contre l'inflation, l'État français dépense énormément d'argent. Êtes-vous inquiet pour le niveau de la dette publique française? Parce qu'il y a cette croyance, on a l'impression que finalement la France est trop grosse pour tomber, too big to fail, contrairement à ce qu'était la Grèce il y a 10 ans. Non, mon sujet, c'est de hiérarchiser les sujets et les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes à la fois d'une manière simultanée. Le premier des sujets, c'est qu'on avait quand même une trajectoire économique. Nous avons en France une trajectoire économique jusqu'à la fin de l'année dernière qui est assez favorable. Le marché du travail se renouvelle et se modifie. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui veulent avoir des employés et qui n'en trouvent pas. Tout ça est plutôt positif. Il faut bien voir que la situation n'est pas du tout négative. Et quel est le sujet numéro 1? C'est de rester sur cette trajectoire. On voit que le ralentissement de la croissance en juin, c'est le plus fort depuis novembre 2008. D'où mon idée qu'il faut privilégier la lutte contre une sorte de ralentissement trop brutal ou contre une récession. Une récession, c'est bien gentil, mais on sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on en sort. Donc, et deuxième aspect, il est vrai que nous étions dans le programme du président, il y avait une chose intéressante qu'il faut mettre en exergue, c'était le fait qu'il disait on peut aller vers le plein emploi. Je crois que la France est capable peut-être un peu plus qu'un quinquennat, mais 6-7 ans, arriver à résoudre ce problème qui est quand même le problème majeur. Alors après, il y a un problème de la dette, mais aujourd'hui, il se trouve que l'inflation pose un sujet beaucoup plus compliqué que celui de la dette. L'inflation est un risque pour la croissance. Donc attention aux mesures qui pourraient être prises. Maintenons-nous sur cette trajectoire et essayons de nous éloigner de tout ce qui pourrait aller vers une récession. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, je profite de vous avoir au micro d'Europe 1 ce matin. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur. On constate que sur le plan politique, sur le plan stratégique, la guerre déclenchée par Vladimir Poutine semble marquer un tournant historique. On parle de plus en plus de démondialisation, ou plutôt de
balkanisation de la mondialisation. Regardez ce qui se passe. Vous avez un sommet du G7 qui s'ouvre la semaine prochaine. Ce week-end, une sorte de contre-G7, le sommet des BRICS qui se déroule à Pékin. Et on voit que l'économie, de plus en plus, devient une arme. Les sanctions à l'égard de la Russie, notamment sur le pétrole, sur le gaz, des choses que même pendant la guerre froide, l'on n'avait jamais observé, Jean-Hervé Lorenzi. Est-ce que ça vous inquiète, cet armement de l'économie, cette weaponization, comme disent les Anglais? Non, je le constate. Je constate simplement que on est à la fin d'un cycle. La guerre en Ukraine met en lumière de manière plus forte ce phénomène, mais dans la réalité, il était déjà en marche. Là, j'allais dire, tout ce qui était le multilatéralisme a explosé il y a déjà plusieurs années. On voit bien que quoi qu'il arrive, au-delà de l'Ukraine, la Chine et les États-Unis sont dans une course qui, j'espère, ne prendra pas un aspect guerrier. Donc attention à penser que, au fond, la guerre en Ukraine est à l'origine de tout ça. Non, elle est le révélateur de phénomènes qui sont plus larges. N'oubliez pas également qu'un pays comme le nôtre a découvert avec stupéfaction, il y a 2 ans, au moment du premier confinement, qu'il y avait une incapacité à produire beaucoup de produits, et donc il fallait essayer de retrouver un tout petit peu de compétences, de capacités, de savoir-faire. Donc tout ça est inscrit dans les évolutions. Je ne crois pas à la démondialisation complète. Je crois simplement que la forme de mondialisation extrême, où au fond il y avait la Chine, c'était l'usine du monde, avec comme ils sont pas très bons, pensait-on. Ils font le truc qui est vraiment non qualifié, puis nous, on est les génies et on va faire ça. Ça n'a pas marché, tout simplement parce que la Chine était un grand pays. Donc tout ça est un peu en fin de parcours, et la guerre en Ukraine révèle ces phénomènes, mais les met en lumière, mais rien de plus. Depuis le début du mois de juin, Jean-Hervé Lorenzi, le Cercle des économistes publie une série de contributions. Alors, en vue des 22e rencontres économiques d'Aix-en-Provence que vous organisez dans 2 semaines, les 8, 9 et 10 juillet, elles sont intitulées « Relançons le débat économique en France ». C'est précisément par là que vous avez commencé cet entretien. Vous déplorez qu'aucun débat de politique économique sérieux n'ait eu lieu pendant la présidentielle. Alors moi, j'ai une question toute bête pour vous, mais est-ce que vous pensez que la France est encore un pays libéral? Jean-Luc Mélenchon dit la France est un enfer libéral. Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non. Mais il est vrai que la situation politique a créé une sorte d'anesthésie générale sur des sujets absolument majeurs, alors qu'il y avait des choses qui sont très positives. Moi, évidemment, je ne parle pas de politique, mais c'est vrai que toute l'affaire, par exemple, de l'apprentissage, on a vu que quand on s'y met, quand on est un peu malin, au fond, on est capable de bouleverser les choses. Moi, j'ai été dans un cabinet de Premier ministre il y a très longtemps, et on disait, en pleurnichant, l'Allemagne, c'est tellement formidable, l'apprentissage. Et puis, il y a 2-3 ans, on a décidé de filer un petit coup de main. On a changé les acteurs, puisque ce sont les entreprises maintenant qui ont la main sur l'apprentissage. Et brutalement, on est passé de 250 000 apprentis à 700 000, peut-être cette année 1 million. Donc tout ça peut être changé. Simplement, c'est au fond une situation qui est plus favorable, mais silence absolu sur tous les sujets, sauf ce triste sujet des retraites, dont vous ne m'empêcherez pas de dire quelques mots, parce que c'est le summum du non-débat. Alors justement, le journal L'Opinion se demande ce matin si cette retraite est morte et enterrée, si c'est devenu un tabou ou un totem. La retraite à 65 ans ou 64 ans, Jean-Hervé Lorenzi? Bon, pas bon. Non, c'est un totem. Très franchement, un totem, on s'arrête de penser devant, je rappelle. Oui. C'est assez simple. D'abord, des réformes des retraites. Il y en a eu beaucoup en France, 4, dont les retraités vont connaître désormais, dans les années qui viennent, les conséquences. Parce que ce sont des retraites assez dures. Quand on regarde ce que les réformes des retraites, y compris la dernière, Marisol Touraine, donc c'est pas vieux, socialiste, ce que on a fait, on s'aperçoit que les retraites, ça coûte 14% de notre richesse. De ces 14% de tout ce qu'on produit, c'est destiné à financer les retraites. S'il n'y avait pas eu les réformes, ce serait 18%. C'est un truc absolument géant. Ce serait 100 milliards de plus qui auraient été vers des gens comme moi. Donc arrêtons de dire que c'est un problème insoluble. Deuxièmement,
pour faire des réformes des retraites, il faut les faire soit l'été, comme l'avait fait Balladur et ça, soit par les d'annuités. Il faut évidemment éviter cette espèce de tabou, ce chiffon rouge devant le taureau. Vaut mieux dire, on travaillera 43 ou 44 ans que de dire, vous travaillerez jusqu'à 65 ans. Troisième, évidemment. Enfin, mais c'est de la en plus, tactique c'est politique. juste. Oui. Entre un jeune qui est artisan boucher, qui commence à 17 ans, et un gamin qui fait des études de philosophie et qui commence à travailler à 25 ans, et c'est les annuités qui comptent. Deuxième sujet, le vrai problème n'est pas l'âge légal. L'âge légal, c'est totalement débile par rapport à ce que je viens d'indiquer, mais c'est le fait que entre 55 et 63 ans, puisque l'âge moyen de départ c'est 62,8, aujourd'hui, il y a presque la moitié des gens qui sont au chômage. Donc ce qu'il faut, c'est en réalité faire une vraie révolution culturelle dans les entreprises, c'est-à-dire que désormais on utilise des gens de 55 ans qui sont en pleine forme et qui ont envie de travailler. C'est ça le sujet, et pas de savoir si c'est 60, 62, 63, 64 ou 65 ans. Merci Jean-Hervé Lorenzi d'être venu au micro d'Europe 1, le président du Cercle des économistes. Bonne journée à vous, 8h29 sur Europe 1.